Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro hors série de Culturama. Et aujourd'hui on va parler d'un film mettant en scène une technique de drague très efficace. Regarde mon copain, il va tirer la langue à la fille. Ah, regarde ça. Aïe, cognon. T'es malin? T'as vu ce qui est arrivé à ce type? Hey! Mais aussi d'une soirée pyjama qui tourne mal. Elle va clasher ma vieille Sandrine! Bref, aujourd'hui on va parler du film Scarface. « 1980. L'acteur Al Pacino a été dans la pièce de théâtre appelée Arturo Ui de Bertolt Brecht et qui s'inspirait de grands films de gangsters. Ce qui le rappela quelques souvenirs d'enfance, dont les parents de Al Pacino lui parlaient souvent du film Scarface de 1932. Jusqu'au jour où il se rendit au cinéma-théâtre de Tiffany à Los Angeles et il voyait le fameux Scarface de 1982 au salle de celui-ci. Il entra dans la salle et après sa séance, Al Pacino était tombé aussitôt sur le charme du film. Surtout sur l'interprétation de l'acteur de Paul Mooney qui interprétait le personnage de Tony. Puis il y a eu l'idée de faire un remake et il appela aussitôt son ami producteur Martin Bregman. J'avais entendu parler de Scarface depuis longtemps, je bossais sur une pièce de Bertolt Brecht appelée Arturo Ui qui est très influencée par les films de gangsters américains. Même quand j'étais petit, je me rappelle que mes parents parlaient de Scarface et du moment où George Raft jouait avec la pièce de monnaie. J'en avais beaucoup entendu parler sans jamais voir le film. Un jour, j'étais sur Sunset Boulevard et c'est bizarre, je me suis retrouvé devant le théâtre Tiffany. Il y avait 2 films qui étaient à l'affiche dont Scarface. J'avais dit, ça me dit bien d'aller le voir. J'y suis allé. Une fois vu, le film était excellent. L'interprétation de Paul Mooney était remarquable, édifiante. Après ça, j'ai pensé que je voulais faire comme lui, je voulais faire quelque chose. Son interprétation m'inspirait. J'ai appelé Marty Bregman et je lui ai dit « Je crois qu'on pourrait faire ça, il y a là une occasion de faire un remake. Il faut que je sois ce Tony Montana, c'est ce qui me donne envie de vivre. » Et on peut dire que ça tombe très bien pour Al Pacino, puisque le producteur Martin Bregman voulait faire un remake bien des années avant, lorsqu'il avait vu le film original à sa sortie. La raison pour laquelle j'ai fait Scarface, c'était quand j'ai vu le vieux film de Paul Mooney à l'époque. Il m'avait tellement marqué qu'à 3h du matin, je continuais à penser au film. Je n'arrivais plus à dormir. Et puis je me suis dit qu'un film tel que Scarface, qui était l'avènement et la chute d'un gangster américain, qui n'avait jamais été fait, pas récemment en tout cas, ça n'avait pas été fait depuis. J'avais fait plusieurs films avec Al Pacino, et j'avais toujours voulu faire un grand film de gangster où il tiendrait un rôle. Je me suis dit que ce n'était pas le vieux Scarface, car le vieux Scarface traitait de la prohibition, pas du succès et de l'échec d'un gangster américain. J'ai dit à Hey, on tient quelque chose, je ne sais pas encore ce que c'est. Et d'ailleurs, Al Pacino souhaite conserver l'aspect historique du film. Le producteur, Bregman, va engager le scénariste Sidney Lumet pour écrire un premier script, mais aussi de pouvoir réaliser le film. Mais il va faire une toute autre approche du film original, en incrustant un nouveau Tony Montana, qui celui-ci serait originaire de Cuba, qui immigrait aux États-Unis. Il s'est inspiré fortement de l'événement qu'il y a eu en 1980, celui de l'exode de Mariel, où un peu plus de 125 000 immigrés cubains avaient immigré à Miami. Et cette immigration était due pour le choix de partir du régime de Fidel Castro. Dans cette histoire, une fois arrivé aux États-Unis, Tony Montana plongea dans le trafic de la cocaïne. Une fois le script fini, Sidney Lumet envoya le script à Bregman et à Al Pacino. Malgré quelques bonnes idées, le script ne convient pas spécialement à Bregman, qui jugea le script trop politique. Lumet et Bregman n'arrivaient finalement pas à s'entendre sur d'autres points du script, ce qui fera éjecter Sidney Lumet du projet. Par la suite, Bregman engagea 2 personnes, le réalisateur Brian De Palma ainsi que le scénariste David Ray, sur l'écriture d'un second script. De Palma et David Ray avaient une autre approche beaucoup plus vers l'histoire originale du film. Mais plus le temps passe et plus les 2 hommes avaient du mal à écrire le script, jusqu'à avoir le fameux syndrome de la page blanche. On a commencé à travailler sur Scarface avec David Ray, le premier scénariste. David et moi y travaillons depuis des jours, mais le scénario ne progressait pas vraiment de façon satisfaisante pour tous. Finalement, j'ai pensé qu'on ne pouvait pas tous être d'accord sur ce qu'on faisait. David et moi avons abandonné le projet.
En apprenant le départ de De Palma et de David Ray, le projet fut en stand-by. Mais Bregman avait plus d'un tour dans son sac. Il garda d'abord en contact avec De Palma et il engagea le scénariste Oliver Stone pour écrire un troisième script. Pour l'aider dans l'écriture de ce troisième script, Oliver Stone s'inspira grandement du premier script de Lumet, avec cette approche beaucoup plus différente au film original. Pour ses autres recherches d'inspiration, le scénariste se renseigna un peu plus sur l'exode de Mariel, avant de petit à petit à interroger d'anciens gangsters, voire même tomber sur de vrais trafiquants, lors de ses voyages dans certains pays de l'Amérique du Sud, et on peut dire qu'il n'oubliera jamais cette expérience. J'ai commencé à faire des recherches sur Miami, j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai découvert les deux côtés. Le côté de l'application de la loi, le procureur général, son bureau, les gangsters rencontrés par l'intermédiaire d'avocats, les anciens gangsters. Et j'ai voulu en savoir plus. J'ai traversé la mer des Caraïbes et je suis allé à Bimini. Lors d'un autre voyage, je suis allé en Équateur et en Bolivie. Ma femme était avec moi pour ma propre protection. Un homme accompagné d'une femme semble moins menaçant et moins important qu'un homme seul. On a beaucoup bavardé avec des types bardés de bijoux du style Playboy. J'ai dit que j'étais scénariste et que je préparais un film. Ils étaient flattés. On s'est mis à bavarder et on est allé chez eux pour boire, sniffer et faire la fête. J'ai mentionné le nom de quelqu'un qui m'avait aidé à Miami dans les recherches. C'était un ancien avocat de la défense. Quand j'ai dit son nom, ils sont devenus blêmes. Ça disait « Quoi ?» Ça voulait dire que j'avais un lien avec le ministère public, un flic ou autre, et que je faisais semblant d'être scénariste. Bref, que j'étais une taupe. J'étais dans le beau drap, j'ai eu très peur. Ça a été bon de ressentir cette peur qui m'avait été si familière au Vietnam. Cette peur, c'est l'essence de Scarface, si on peut la capturer. Ces moments de peur intenses. Quand on ne sait pas ce qui va suivre, quand la violence peut se déchaîner d'un coup. Après avoir réussi qu'il était bien scénariste et non une taupe, Oliver Stone et sa femme repartaient chez eux aux États-Unis pour souffler un bon coup de cette mésaventure. Quelques jours plus tard, Oliver Stone partait à Paris pour commencer l'écriture du script. Il s'inspira aussi de grands faits réels pour rendre son récit beaucoup plus réaliste, notamment l'horreur et la dangerosité du milieu du trafic de la cocaïne. Et d'ailleurs, la scène de la tronçonneuse est un exemple de cette inspiration de faits réels qui s'était déjà produit. La scène de la tronçonneuse est inspirée d'un fait réel. J'avais passé du temps avec les policiers de Miami, de Dead et de Fort Lauderdale, où on m'avait raconté des histoires de meurtres. J'ai passé du temps avec 3 services, et j'ai entendu parler de beaucoup de meurtres où on avait vraiment utilisé une tronçonneuse. Après avoir fini le script, Stone envoya 2 copies du script à Al Pacino et à Bregman. Les 2 hommes étaient très convaincus par le script de Stone. Bregman recontacta Brian De Palma pour lui donner une copie du script. Ayant pas reçu le script, De Palma fut conquis par celui-ci et accepta de revenir pour réaliser le film. Le scénario qui m'est venu finalement que Bregman a développé avec Stone était complètement différent. Pas du tout ce que j'avais imaginé. C'est pourquoi il m'a tant plu. C'était une approche tout à fait nouvelle. Tous ces éléments étaient dans le scénario original. J'ai aimé ce scénario parce que pour moi c'était une métaphore moderne de Treasure of the Sierra Madre avec la cocaïne à place de l'or. C'est un peu une version dingue du rêve américain où ce produit peut générer des millions de dollars tout en détruisant votre vie. C'est le rêve capitaliste qui perd la tête, devient complètement dingue, voué à se détruire lui-même. Bregman contacta Universal Studios pour la production du film, qui celui-ci aura droit à un budget total d'environ 14 millions de dollars. Mais vous verrez que bien plus tard, le budget du film va littéralement exploser pour atteindre les fameux d'environ 37 millions de dollars. Concernant le casting du film, on sait déjà que Al Pacino va incarner Tony Montana. Pour le reste du casting, ce sera pour le rôle de la directrice du casting, Alix Gordon, qui aura la lourde tâche de trouver les bons acteurs et actrices pour le film. Et qui d'ailleurs, elle a beaucoup de flair, notamment pour repérer le rôle de Manny, le meilleur ami de Tony. Même si John Travolta était approché pour le rôle, ce sera un inconnu qui décrochera le rôle. Et qui était un certain Stephen Bauer. J'ai eu beaucoup de chance. Oui, tu es Manny. J'ai trouvé Manny. Va voir Brian. Oui, tu ressembles à Manny. Je vais appeler Marty Bregman à Los Angeles. Je vais te dire quelque chose. Tu vas faire ce film et tu vas jouer ce rôle. Crois-moi sur parole. Tu vas jouer Manny. Une fois que Stephen Bauer y rejoint le casting, il rencontra aussitôt Al Pacino pour qu'ils travaillent ensemble sur leur personnage afin de créer une alchimie entre les deux pour que ce soit plus crédible à l'écran. Ils s'entraînaient ensemble en maniement des armes, surtout des couteaux, mais aussi à la boxe avec le boxeur Roberto Duran. Et Stephen Bauer, étant cubain,
aida Al Pacino à apprendre l'espagnol, mais surtout de se rapprocher sur l'accent cubain. Et pour le rôle de Elvira, Bregman voulait Michelle Pfeiffer, qu'il avait déjà repéré dans Grease 2. Mais Al Pacino et De Palma avaient d'autres actrices en tête pour le rôle, notamment Brian De Palma qui voulait l'actrice Glenn Close pour le rôle. La directrice de casting va rajouter les 2 actrices proposées par Bregman et De Palma sur la liste des candidates pour le rôle. Dans cette liste, on peut trouver une certaine Sharon Stone, Sigourney Weaver, Carrie Fisher, Glenna Davids, Kim Basinger ou encore Melanie Griffith. Et au final, ce sera l'actrice Michelle Pfeiffer qui obtiendra le rôle. Al Pacino l'admettra lui-même, mais à la base, il ne voulait pas vraiment de moi pour le rôle. En fait, pendant ma première rencontre avec De Palma et le directeur de casting, j'avais été excellente. Mais au fil des 2 mois qu'on suivit, je devenais de pire en pire, parce que j'avais peur de rater. Et à la fin, j'étais vraiment nulle. Donc je ne lui en veux pas. Il s'est juste dit, elle est mauvaise. Et Brian a fini par venir me voir et me dire, ma belle, ça va pas le faire. Et moi je lui réponds, je sais, je suis désolée. Et je l'étais, parce que Brian, lui, me voulait vraiment. Aussi déçue que j'étais surtout soulagée que ce soit terminé. Et puis, au moins 1 mois plus tard, je reçois un coup de fil. Ils veulent me faire passer un dernier test. Donc j'y vais, mais en m'en fichant complètement, parce que je sais que j'aurai pas le rôle. Et ça a donné ma meilleure scène dans le film. C'était la séquence du restaurant, celle où j'explose à la fin. Je balaye la table, les assiettes volent, les verres se brisent, on coupe, il y a du sang partout. Tout le monde accourt pour voir où je me suis coupée. En fait, non. Je ne m'étais pas coupée, j'avais coupé Al. Je me suis dit, bon, bah voilà, adieu le rôle. Mais en fait, je crois que c'est ce jour-là qu'Al s'est dit, ouais, ok, en fait, elle est pas mal. Et pour le rôle de Gina Montana, la sœur de Tony, ce sera l'actrice Marie-Elisabeth Mastrantonio qui obtiendra le rôle après plusieurs essais avec Al Pacino et Stephen Bauer. Gina et moi avions passé une audition ensemble. Et le courant était passé entre nous. Elle était vraiment innocente. Et tout en étant capable d'une telle fougue. Elle attaque avec un venin incroyable. Je ne sais pas pourquoi toutes ces scènes m'émouvaient tant. Parce qu'elle était si pure. Pour le reste du casting, on peut trouver un certain Robert Liga pour le rôle de Frank Lopez, Paul Chénard pour le rôle de Alejandro Sosa, Marc Margolis pour le rôle de Alberto, assistant de Alejandro Sosa, et une certaine Tammy Lynn Leppert pour un petit rôle. Et je reviendrai un peu plus loin dans la vidéo sur le destin tragique de la jeune Tammy, en environ 2 parties, une dans le making-of et une autre vers la fin. Et une fois avoir fini de réussir à réunir le reste du casting, le tournage du film commença le 22 novembre 1982. Et on peut dire qu'il ne sera pas de tout repos. Déjà, l'Office du tourisme de Miami avait refusé les demandes de tournage sur place, car selon eux, le thème du trafic de drogue dans le film pourrait nuire au tourisme. Mais pas que. Une partie de la communauté cubaine de Miami avait aussi protesté contre le tournage de ce film, qui pour certains tâcherait et rajouterait des clichés sur leur communauté. Ou encore certains pensaient que le film était financé par Fidel Castro pour leur donner une mauvaise image. Mais encore que l'équipe du film avait eu des menaces par de destinataires inconnus pour ne pas tourner le film. À l'origine, on devait tout tourner à Miami parce que c'est le cadre de l'histoire. On avait fait des repérages en Floride et on devait y filmer. Puis la communauté cubaine a été tellement indignée de la façon dont on l'a représenté qu'on a dû quitter la ville. Une partie de la communauté cubaine était convaincue que le film était financé par Castro, qui était faux bien évidemment. Castro n'avait rien à voir avec ce film. Nous faisions un film de gangster, un film théâtral grandiose. Mais certains, au sein de la communauté cubaine, ils n'étaient pas nombreux, étaient convaincus que nous avions l'intention de les dénigrer en tant que groupe. Nous avons reçu plusieurs menaces et nous avons pensé qu'il valait mieux déménager la production en Californie. Toutefois, quelques scènes seront filmées à Miami sous protection renforcée de gardes du corps. Exemple de scène tournée là-bas, celui de la fameuse scène de la tronçonneuse dans un vrai Ocean Drive à Miami Beach en avril 1983. Nous avons filmé à Los Angeles et Santa Barbara, nous avons tourné à New York, puis nous sommes allés en Floride. Je dirais qu'on y a passé 2 semaines. Quand on est revenu, on avait des gardes du corps, mais au départ, on devait y tourner tout le film. Pour la fausse cocaïne montrée dans le film, l'équipe du film va tout simplement prendre du lait en poudre pour bébé. Je me rappelle qu'on a essayé du lait en poudre pour bébé, mais tout était difficile à sniffer, ça vous entrait dans le nez et il fallait sans arrêt se moucher. Je n'ai jamais essayé, alors je ne sais pas ce que c'était. Alors que tout se passait pour le mieux, le tournage de film fut interrompu 2 fois de suite, qui était dû à de fortes importantes intempéries en Californie. Ce qui aura de lourdes conséquences, notamment sur le budget du film.
Et pas que, car lors de la reprise du tournage en mars 1983, Al Pacino trébucha lors d'une scène de combat et se brûla la main gauche, dû au canon surchauffé de la mitrailleuse M14. On a eu le temps de filmer la scène parce que Al s'est gravement brûlé la main gauche en manipulant une arme. Alors j'ai dû tourner 2 semaines sans lui. Le temps que Al Pacino se remet de sa blessure. Certaines scènes allaient être tournées sans lui. Mais un nouveau accident survient suite à une explosion dans le film avec 2 cascadeurs blessés. Un cauchemar pour toute l'équipe, comme en témoignera le scénariste Oliver Stone. Le tournage a été un véritable cauchemar. Il a duré 3 mois de plus que prévu. Je suis restée sur le plateau jusqu'au bout. Ils m'ont retenu. C'était comme si je devais coucher avec qui pour quitter ce navire. Le rythme de production était tellement lent parce que Brian n'est pas du genre à gérer l'énergie et Al est un adepte des prises multiples. Le film a coûté trop cher, a pris du retard et il a été un cas désespéré dès le départ chez Universal. Durant ce même mois de mars 1983, Tammy Lynn Leppert tourna sa fameuse scène avec Stephen Bauer. Mais d'après le témoignage d'un ami de la famille, là où la jeune Tammy avait séjour pendant le tournage, d'après ses dires, les 3 premiers jours allaient plutôt bien pour elle. Mais le 4e jour, c'est un peu compliqué. J'ai reçu un appel du directeur de casting pour me dire que Tammy avait fait une dépression sur le plateau. Ils m'ont dit qu'ils agissaient d'une scène où on devait tirer sur quelqu'un et faisaient du son artificiel. Ils ont dit que lorsque Tammy regardait la scène, elle s'est mise à pleurer de façon hystérique et que c'était tellement grave qu'ils ont dû l'emmener dans une caravane. Elle était dans un état de peur extrême d'anxiété. Je ne sais pas ce qui a provoqué ces grandes peurs chez elle. Lorsque j'ai parlé à la mère de Tammy, je lui ai dit qu'elle devait emmener Tammy chez un médecin et l'emmener à la police pour savoir si le problème était psychologique ou s'il y avait des raisons de penser que quelqu'un essayait de la tuer et d'aller au fond des choses. Apparemment, ce traumatisme serait dû à une soirée organisée qui aurait dérapé, dans laquelle elle avait assisté. Et ça s'est passé quelques jours après qu'elle ait fait le tournage du film Spring Break. Et bien évidemment, pour connaître le fameux de l'histoire, je vous invite à le découvrir un peu plus loin dans la vidéo. Pour revenir au film, notamment sur le tournage de la fin du film, Steven Spielberg était présent sur place et il n'hésitait pas à donner quelques conseils et idées de mise en scène. D'ailleurs, Brian De Palma lui a même laissé son ami Steven Spielberg de réaliser cette fameuse scène en plan séquence, celui où les Colombiens entraient dans la villa de Tony. Steven est un vieil ami à moi, il est venu sur le plateau, il a trouvé ça génial et il a dit « J'ai une idée, mettons une caméra là ». J'ai dit « Génial ». On y a mis une caméra de contre-plongée sur le côté et on l'a utilisée pour le moment où les Colombiens arrivent dans la maison pour la première fois. Le tournage prit fin le 6 mai 1983 avec un coût total d'environ 37 millions de dollars. Et Brian De Palma commença à faire le premier montage du film. Puis De Palma contacta le compositeur italien Giorgio Moroder de composer la musique du film, avec son style particulier de new wave électro-synthétisé. La musique qui accompagne Tony devait refléter la personnalité d'Al Pacino, et bien sûr du personnage du film. Il fallait qu'elle contienne du danger, du suspense et qu'elle ait de la profondeur. Je pense qu'elle reflète bien l'atmosphère que je cherchais à l'époque, la criminalité et tout ça. Je ne trouvais pas ça mélancolique, plutôt funeste. Ça sonne comme une composition classique. Mais malheureusement, je n'avais pas un grand orchestre, faute de budget, et à l'époque, j'ai surtout utilisé des synthétiseurs. Un grand orchestre à la Hans Zimmer, ça aurait été génial. Et puis dans la scène où il tue l'autre leader et le flic, j'ai repris le même thème, mais dans un style différent, une version plus rapide du thème de Tony, un peu plus rythmé, mais je ne voulais pas que ce soit trop imposant, vu qu'on les voit déjà s'entretuer. C'est toujours le thème de Tony, mais beaucoup plus discret. Toutefois, Giorgio Moroder va quand même bien se casser la tête, notamment à travers ces 2 thèmes, celui de Elvira et de Gina. La musique pour les 2 filles était difficile, parce que je voulais qu'elle soit semblable pour les 2. En effet, Tony est amoureux de sa sœur et d'Elvira. Les musiques sont donc très proches. Les mélodies sont assez différentes, mais c'était voulu, pour créer un peu d'ambiguïté et pour montrer que Tony est amoureux des 2.
Puis d'autres tubes seront quand même rajoutés dans la BO, comme Push It to the Limit de Paul Heyman. Cependant, à 2 mois avant la sortie du film, le 28 octobre 1983, le film a été classé X, classé comme un film d'adulte de plus de 18 ans aux États-Unis par la MPAA, pour sa violence et son langage. En apprenant ça, Universal refusa de distribuer le film en salle, et demanda même à De Palma de couper certains moments du film qui seraient gênants auprès de la MPAA. Au final, Brian De Palma va faire pas plus de 3 montages différents du film, et les 3 ont été tous refusés par la MPAA. De Palma, furieux, refusant de continuer le massacre de son propre film, sur le coup de la colère, De Palma n'hésita pas à appeler quelques amis de la presse pour en parler de cet abus de censure. Toutefois, Bregman va préparer un gros coup avec un gros dossier avec l'aide de son avocat, mettant l'avis de plusieurs personnes qui ont au moins vu le premier montage du film original. Et dans ce gros dossier, contient plusieurs avis d'experts en la matière, des experts de la violence, des psychiatres, et même l'avis d'un policier à la tête du bureau du crime organisé de Miami, ayant été sur place pour voir le film. Une fois le gros dossier préparé, finalisé par son avocat, Bregman contacta De Palma pour faire face au MPAA. Ils feront ensemble un second appel pour valider le premier montage du film original pour qu'il puisse changer d'avis sur le classé X du film. La personne à la tête de la MPAA à l'époque voyait ce film d'un très mauvais œil en termes de violence et de langage. Mais le langage lui posait problème, et il ne s'est pas contenté de nous menacer. Il a classé le film en X. Nous avons parlé de ce qui, à notre avis, le gênait, nous l'avons modifié et renvoyé. Et à nouveau classé X, j'ai refait le montage une 3e fois et il faisait une fixation sur le nombre de balles que prend le clown dans la scène de la discothèque. Il ne regardait pas le clown, il n'aimait pas les balles qu'il prenait. La 3e fois, ils nous l'ont encore renvoyé classé X. Bien entendu, Universal Studios me disait « Tu dois régler ça ». Car c'est impossible qu'on sorte un film classé X. J'ai refusé de faire d'autres coupes, je sentais que ça trahissait le film. Je ne trouvais pas trop violent, il ne faisait que montrer le monde de ses personnages, je pensais que cela affectait le rythme dramatique du film. Alors j'ai dit, j'arrête, on va bousiller le film. J'ai appelé certains de mes amis journalistes que personne ne connaissait et j'ai dit, c'est scandaleux. Et le 8 novembre 1983, le verdict tomba. Et finalement, le premier montage du film original aura bien droit à sa diffusion au cinéma avec un classement R, moins 17 ans. J'ai mené des batailles incroyables contre eux dans les années 70 et 80 et même dès les années 60. Mes 2 premiers films étaient classés X lorsque le système de classification a été mis en place en 1968. Donc, je me bats contre eux depuis Scarface et même au-delà. J'ai réussi à convaincre la commission de classification avec Scarface. Même s'il l'avait classé X, j'ai pu faire appel devant l'ensemble du comité et on a obtenu son autorisation. Il y a beaucoup de polémiques sur le montage de Scarface, mais en réalité, tout ce que j'ai coupé pour satisfaire la commission de classification, je l'ai remis et c'est ce que vous voyez. Nous étions à l'époque des réalisateurs superstars. Aujourd'hui, très peu de réalisateurs ont le montage final. Bien sûr, Spielberg et Scorsese l'ont, mais ils sont rares et les jeunes réalisateurs se le voient constamment refuser. Il faut donc se battre avec les studios pour éviter qu'ils ne modifient leurs films. On ne peut plus faire de films trop controversés. Le film sorta en salle le 9 décembre 1983 aux États-Unis et le 7 mars 1984 en France. Et celui-ci nous raconte que lors de l'exil de Mariel, parmi les réfugiés cubains, se trouvait un certain Tony Montana, qui celui-ci se faisait interroger par la douane et quelques membres de la police locale. Je suis pas une pute qui vole. Je suis Monsieur Montana Tony, prisonnier politique renvoyé par Cuba. J'exige mon putain d'asile politique. Maintenant, c'est le président Jimmy Carter qui le dit. Plus tard, Tony Montana retrouvera son ami Manny dans un bus en direction d'un camp de réfugiés. Et un mois plus tard, Manny informe à son ami Tony qu'il avait réussi à trouver un contact pour un contrat d'assassinat. Tu dis à tes gars de Miami, ton copain, que ce sera avec plaisir. Quand je tue un communiste, j'ai le fou rire.
Bien plus tard, Tony Montana profite de la révolte des réfugiés pour assassiner leur cible. Quelques jours plus tard, après avoir reçu leur papier, les deux hommes travaillaient dans un stand avant que le fameux contact de Manny, de l'assassinat précédent, arriva avec une nouvelle proposition, cette fois-ci de servir un certain Lopez, un dealer de la drogue, avec une proposition d'un nouveau contrat. Mais ce nouveau contrat ne plaira pas vraiment à Tony, qui celui-ci voulait plus et autre chose. D'accord, tu veux rouler ta caisse, petit frimeur, tu veux t'en mettre plein les poches, hein? On va voir ce que tu as dans le ventre. Il y a une bande de Colombiens qui débarquent vendredi. Tu vas aller les voir, hein? Et si c'est vraiment comme ils disent, tu payes et puis tu me rapportes. Et pour ça, je te refile $5 000. Tony accepte cette nouvelle proposition, mais celui-ci coûtera la vie à l'un de ses amis. Manny et son ami arrivaient juste à temps pour sauver Tony de cette impasse. Et Manny se blessera au cours de la bataille. Aussitôt, Tony demande à Manny et à son autre ami de récupérer la cam, et entre-temps, Tony se vengea de la mort de son ami. Bien plus tard, les deux hommes brandissent la cocaïne à l'un des barons de la drogue, Frank Lopez. Et qu'est-ce que vous faites, vous deux, ce soir? Vous venez dans un bon restaurant avec moi? Toi, ta femme. En discutant avec Frank Lopez, Tony Montana découvra la magnifique femme de Lopez, Elvira, dont Tony tombera immédiatement amoureux. Et après quelques échanges avec Lopez, celui-ci accepta d'engager Tony et sa petite bande pour de futurs services. Mais Tony, lui, il veut bien plus, celui d'être le boss. Moi, je vais posséder ce qui me revient. Et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. À sa sortie, le film eut un beau succès en salle. Avec un budget total d'environ 37 millions de dollars, le film va récolter un peu plus de 66 millions de dollars. Avec pas mal de critiques mitigées de la part de la presse, mais le public, lui, était beaucoup plus tendre, avec de critiques un peu plus positives. Et pour clore la dernière partie de la jeune Tammy, quelques mois après la sortie de Scarface, elle disparaît sans laisser de traces. Il y a eu plusieurs théories et plusieurs pistes qui n'ont malheureusement rien donné. Il y a eu deux pistes qui ont été retenues dans cette affaire. La première piste serait tout simplement une fugue qui serait due à l'aggravement de son état de santé, dû à sa dépression, ou bien autre chose, malheureusement un destin beaucoup plus tragique, où elle serait parmi les victimes d'un serial killer, au surnom de « au tueur de la reine de beauté », mais malheureusement aucune piste n'a été entièrement claire de la part de la police de Floride et de Miami, qui n'ont malheureusement toujours rien trouvé à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. La police essaye quand même de modifier un peu son portrait en la vieillissant petit à petit pour correspondre à l'époque actuelle, afin qu'un jour on puisse la retrouver saine et sauve. Sinon, pour revenir au film, le film sera devenu culte au fur et à mesure du temps, qu'il aura même droit à son propre jeu vidéo Scarface The World Is Yours, sorti le 25 juillet 2006 sur toutes les consoles de l'époque. PS2, Xbox et même sur Wii, et qui est à sorte d'open world à la GTA avant l'heure. Et justement, le film aura aussi une influence dans la pop culture, comme justement qui sera une grande inspiration pour le prochain GTA Vice City, ou encore dans le hip-hop des années 90, comme le rappeur Nas qui reprend l'une des phrases du film The World Is Yours. Cependant, en 2001, Universal va quand même tenter de faire une suite au film appelé Scarface 2, le fils de Tony, avec l'artiste Cuban Link pour le rôle principal. Mais le projet fut très vite abandonné. Mais Universal ne va pas abandonner si vite, puisqu'en 2011, Universal va relancer cette fois-ci un projet du remake du film de 1932. Plusieurs scénaristes et de réalisateurs qui ont été passés sur le projet, ce qui finira par petit à petit à l'abandonner. Du moins jusqu'à présent, puisqu'en 2025, d'après le journal Deadline, on découvre que le jeune acteur Danny Ramirez serait à la tête, à la fois producteur et acteur pour le rôle principal, d'un nouveau projet du remake de Scarface, cette fois-ci en se concentrant un peu plus sur le bouquin original. À voir ce que ça va donner. Bref, pour conclure, le Scarface de Brian De Palma est un véritable classique du film de gangster, où il est le fruit d'une époque, celui des années 80, où le trafic de cocaïne régnait en maître, en partageant son univers riche et de gloire, mais sera un lourd prix, celui de la mort,
parcours de Tony Montana, qui est interprété par un excellent Al Pacino, en est un parfait exemple. Tony Montana, qui a toujours voulu toujours plus, finira par tout perdre en commettant les erreurs de par son ego qui l'amènera jusqu'à sa mort. Le film est un bon exemple de ce monde cruel et terrifiant du milieu de la drogue. Franchement, si vous ne l'avez toujours pas vu, franchement, foncez-y, c'est un véritable petit bijou du monde de cinéma. À voir absolument. Voilà, juste avant que cette vidéo ne se termine, je tiens à remercier à tous ceux qui ont participé pour les voix off, donc Jeanne de Troyes, Captain Gameuse, la chaîne de John, Gabber et Mala. Merci à vous pour votre participation. Donc je mettrai le lien de leur chaîne YouTube pour ceux qui en ont une dans le commentaire épinglé. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais ça vous intéresse à participer pour les voix off. Et je vous conseille aussi chaleureusement la vidéo de KCH sur le film Scarface. Voilà, cette vidéo est finie, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et on se retrouve pour de futures vidéos. Peace.